Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle entrevue avec Expert Confiance. C'est Nancy Simard qui vous reçoit aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec un homme qui a une très grande expérience au niveau justement de l'argent. Quand on parle de confiance en soi et d'argent, souvent les deux ne sont pas très compatibles, ce qui fait qu'on se sent des fois mal d'en parler. C'est un sujet qui est très tabou et on a de la difficulté des fois à arrimer notre confiance avec notre argent. Et aujourd'hui, j'accueille avec moi Monsieur Christian Junot. Bonjour Nancy. Comment vas-tu, Christian? Alors je vais bien, j'ai très chaud parce qu'il fait très chaud là, en ce moment. Je vais très bien, je sors de mes vacances, donc je viens de passer du temps à la montagne, ça me ressource beaucoup. Alors, ça fait du bien justement d'avoir des vacances. Absolument, c'est nécessaire. Mais voilà, j'ai un peu de peine à en prendre autant que je devrais, voilà, ça fait partie de mon chemin du moment. Effectivement, c'est sûr que toute bonne chose a une fin et quand on revient des vacances, bien, il faut se relancer à nouveau pour être capable d'en reprendre. Mais ça fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors moi, Merci. je connais un petit peu ton parcours, mais certaines personnes peut-être ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Oui, tout à fait. Alors, donc je suis déjà suisse, comme je pense que mon accent le trahit, en tout cas. Ou peut-être pour ceux qui connaissent un peu la différence d'accent entre les Français, les Belges et les Suisses. Donc j'ai 58 ans. Et puis, donc moi j'ai un parcours qui est, je dirais, en deux morceaux bien distincts. Donc je suis économiste de formation et j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse comme conseiller en placement financier, donc un métier alors très chiffre et en même temps très relationnel aussi, puisque j'étais avec des clients, j'avais à peu près 300 clients que je recevais individuellement dans des bureaux. Donc il y avait une grande part de travail de confiance justement. Pour moi, c'est sûr, mon rôle numéro un, c'est de créer de la confiance avec le client. Et la confiance se crée de différentes manières, pas seulement avec des résultats, mais aussi au niveau de la relation être à être. Voilà, et ça, c'est la partie du métier que j'aimais en fait. Et ce métier, je l'ai fait trop longtemps parce que j'étais moi-même, j'avais des peurs de sortir de ma zone de connu, qu'on appelle confort, mais j'étais plutôt connu parce qu'elle n'était pas confortable. J'étais dans une prison dorée, dans le sens doré parce que je gagnais passablement d'argent, mais c'était une prison quand même. Et voilà, j'ai beaucoup de peine à en sortir. La sortie s'est faite en deux pas. J'ai changé de métier en restant dans la banque en 2007. Donc pour moi, après avoir fait 17 ans le même métier, c'était un grand pas de voir que je savais faire autre chose, même si c'était le même institut, mais un métier complètement différent. Donc ça m'a vraiment boosté ma confiance en moi et mon estime de moi également. Et en fait, surtout, j'étais au bon endroit en 2009 quand, suite à la crise des subprimes, ils ont licencié 5000 personnes et j'étais dans le bon wagon. Enfin, le bon, j'ai dit le bon parce que pour moi, c'était un bon, c'était évident dès le jour où ça m'arrivait, j'étais très content le jour où j'étais licencié parce que je sentais que c'était le bon moment pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Bien sûr, tout le monde n'a pas vécu ça comme ça, mais pour moi, il y a vraiment, c'est comme le fruit mûr, tu vois, c'est passé. Donc là, c'était assez clair de ce que je voulais faire. J'étais un spécialiste à l'époque parce que je faisais plein de choses en parallèle de mon métier à la banque. J'étais un peu un banquier un peu particulier qui faisait beaucoup de développement personnel, ce qui n'est pas très courant en tout cas en Suisse. Et j'ai fait beaucoup de communication non violente. J'étais un spécialiste là-dedans. Je me suis formé aux constellations systémiques familiales. À ce moment-là, je me suis formé également au coaching et puis encore à différentes autres approches. Mais ça, c'était les approches principales. Et d'ailleurs, puisque tu es québécoise, une des premières choses que j'ai fait quand j'étais licencié, c'est de partir 3 jours au Québec, rejoindre un couple d'amis qui sont des grands spécialistes de la communication non violente, qui a un groupe qui s'appelle Consciencia, pour les suivre, vivre 3 semaines avec eux, parce que c'est des gens qui m'inspirent, c'est un couple qui m'inspire énormément. Et voilà, et j'avais vraiment envie de pouvoir m'inspirer d'eux pour ramener leur manière de faire en Suisse. Mais si tu veux, dans ce que je te décris là, ça c'était en 2009, j'ai commencé d'être indépendant en 2010. Il y avait absolument zéro intention d'être un spécialiste de la relation à l'argent à ce moment-là. Ce n'était pas du tout dans mes projets. Mais en fait, la particularité, c'est que ça faisait 3 ans que j'organisais 2 fois par année un atelier sur ce thème-là et je faisais venir un expert qui a fait des années de recherche dans les années 80 à 90, qui a fait des années de recherche là-dessus. Et je le faisais venir et je suivais tous les ateliers de A à Z parce que je trouvais tellement passionnant et fascinant ce qui s'y passait. Et sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire, qui fait qu'assez au début que j'étais indépendant, à force d'avoir vu, un jour, j'ai vu que je savais m'y prendre comme lui et que j'avais cette compréhension de ce qui se jouait. Et il m'a dit, Christian, je ne viens plus, tu vas faire ça à ma place. Alors j'ai touché au complexe de l'imposteur, comme on dit, comment on peut remplacer le maître.
Et puis, j'ai fait un premier atelier en fin 2010. J'ai vu que j'adorais faire ça. J'ai dit, tiens, je vais faire un deuxième pour voir si c'était pas un coup de chance. Et de fil en aiguille, j'ai ajouté des ateliers. Je suis allé en France, en Belgique, au Luxembourg, pas encore au Québec, ça viendra. Et voilà. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu mon activité principale à 90%, alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Moi, je me suis fait licencier. Comme quoi, la vie, parfois, est surprenante. Oui, exactement. Quand on parle de surprenant, c'est que souvent les gens vont avoir une réaction, une sensation qui ne sont pas au bon endroit. Ils vont continuer parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils ne savent pas comment faire une transition. Des fois, ils savent, mais ils ne veulent pas, ils n'osent pas, peu importe. Comment on peut faire pour faire peut-être ce petit pas-là de plus vers ce qui nous attire davantage? Oui, alors, tu as parfaitement raison. Je vois beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui n'aiment plus ce qu'ils font et en fait qui disent oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre à la place. Et ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a ceux qui aimeraient faire autre chose, qui savent quoi. Et je vois que l'argent est un grand frein pour les autres, à ce qu'ils osent faire le pas. Donc, c'est là aussi le sens de mon travail. C'est aussi de permettre à ces gens-là de faire le pas et de faire ce qu'ils aiment, offrir leur unicité au monde, on veut dire leur cadeau unique. Et voilà, donc ça, c'est mon rôle, en tout cas, de faire que l'argent ne soit pas un enjeu ou un frein ou un blocage. Mais c'est vrai, tu as raison. Et pour moi, et je connais bien ça, dans le sens que mon épouse a vécu cette transition il y a 2 ans en arrière maintenant, et c'est exactement ce qu'elle disait. Et je lui disais, mais il y a une confusion, c'est que souvent, les gens, ils savent qu'ils veulent plus, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils aimeraient quelque chose qui est tout cuit, déjà tout prêt, tout cuit, pour juste faire le saut. Et je leur dis, il y a différentes étapes à ça. Et pour moi, la première étape la plus importante, c'est de dire un oui à quelque chose que je ne veux plus. C'est oui, je ne veux plus ça et oui, je me mets en route pour trouver quelque chose d'autre. Parce que tant que je ne sais pas quoi faire, je reste bloqué avec ça. Mais quand je dis je ne veux plus ça et je me mets en chemin en recherche de quelque chose d'autre, ça prendra le temps que ça prend, mais je me mets en route. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'on retrouve de l'énergie tout de suite et là, c'est là que tout à coup, il y a le miracle de la vie où les synchronicités commencent à arriver, il y a des choses qui arrivent de différentes manières, les bonnes rencontres, les bonnes choses. Voilà. Mon épouse sait exactement ce qui va arriver d'une manière absolument impressionnante. Mais j'ai vu plein d'autres personnes comme ça. Mais ça commence par ce oui, c'est un oui à soi qu'on donne en quelque sorte. Pour moi, c'est vraiment ça le premier pas. Même si je ne sais pas ce que je vais faire, oui, je me mets en chemin. Oui, je trouve ça vraiment très inspirant. Alors, c'est important de se donner la permission de pouvoir faire autre chose, de pouvoir au moins regarder ailleurs, sans nécessairement changer tout de suite, mais Oui. juste de pouvoir tenter le terrain un peu plus. Oui. Oui, mais tu as parfaitement raison parce que ce que je peux voir parfois, malheureusement, c'est que pour ceux qui restent trop longtemps à un endroit qui leur convient plus, où ils souffrent, la vie va leur amener à changer. Alors, ou à travers un licenciement comme j'ai vécu, ça c'est encore une version, je dirais, plutôt soft, mais d'autres, c'est la maladie, des maladies graves, des accidents, enfin des choses comme ça, qui fait que quand on ne veut pas bouger, la vie va nous secouer d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est une croyance, bien sûr, c'est ma croyance. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma croyance en l'occurrence. Et c'est pour ça que autant anticiper ce mouvement-là plutôt qu'avoir à le subir. Oui, et dans le domaine justement où on est tous les deux, on est dans le domaine qu'on veut aider, on veut que les gens se sentent bien, donc on est dans le développement personnel. Et souvent, ce qu'on commence à entendre, en tout cas de plus en plus, c'est « je me choisis ». Absolument. D'ailleurs, je viens de recevoir, j'ai le livre sous les yeux de Nathalie Lefebvre, je ne sais pas si tu connais. Oui. Nathalie Lefebvre vient de sortir un livre qu'elle m'a envoyé, C'est décidé, je m'épouse. Oh, wow! Et vraiment, voilà, elle m'a interviewé 2 fois, j'aime beaucoup cette femme-là. Et donc, effectivement, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça, avec d'autres mots, c'est exactement ça. Je me choisis parce que oui, cette vie-là, c'est la mienne, c'est pas celle des autres. Et effectivement, qu'est-ce que j'en fais? Je pense qu'elle avait fait une vidéo justement où elle exprimait ses raisons, pourquoi elle s'épousait, comment elle le faisait. Est-ce que ça se peut qu'elle ait fait une vidéo il y a à peu près quelques mois ou 1 an à peu près? Alors, il y a toutes les chances parce qu'elle fait en tout cas souvent des vidéos, même en direct sur Facebook, je vois, où elle partage son chemin. Alors, j'ai juste feuilleté le livre pour l'instant, mais il y a tout un parcours qui est proposé justement pour aller toujours plus vers soi. Superbe. Alors, les gens qui sont à l'écoute, on vous invite fortement à taper sur Google, finalement sur Internet, Nathalie Lefebvre, et vous allez voir quelqu'un qui s'est choisi. Qu'est-ce qu'on veut dire par se choisir? Jusqu'où ça peut aller? Comment on peut faire? Alors, elle donne de superbes pistes, je pense bien. Alors, Christian, revenons à notre thématique. Nous, on parle un petit peu d'argent aussi. Alors, comment vous avez fait pour devenir justement un spécialiste de l'argent?
Alors, je dirais alors, je suis devenu, comme je le disais, de manière inconsciente et non volontaire, dans le sens où je ne suis pas formé pour ça. Mais en fait, je crois encore une fois, c'est que la vie m'a amené les bonnes rencontres, parce que la rencontre de Peter Koenig, qui a fait ses années de recherche, était absolument improbable. Et à l'époque, mon mérite a été de le téléphoner 6 mois après pour lui proposer d'organiser un stage en Suisse francophone, et qu'il a accepté grand plaisir et de et continuer pendant des années, 2 fois par année. Donc, tu vois, ça n'a pas été une volonté de ma part, mais à un moment donné, ça s'est comme imposé à moi. Et ça s'est imposé à moi de deux manières. La première, c'est que j'étais moi-même quelqu'un qui avait beaucoup de peur avec l'argent. Comme je disais tout à l'heure, j'en gagnais passablement, plus que la moyenne, et malgré tout, j'étais plein de peur. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans mon métier de conseiller en placement financier, c'est que les comportements avec l'argent n'ont rien de rationnel. J'ai vu des gens millionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Ça existe, j'en ai vu pas mal passablement. Donc, pour dire que c'est pas rationnel du tout. Donc, d'avoir fait ce chemin de quelqu'un qui avait beaucoup de peur en gagnant beaucoup à quelqu'un qui, au moment où il était licencié, avait zéro visibilité. Alors, j'ai reçu un peu d'argent par l'entreprise, je ne partais pas à zéro, hein. Mais si tu veux, j'étais absolument serein et tranquille à ce moment-là. Donc, j'ai vu que d'avoir fait ce chemin, c'était tellement énorme. Et pendant 6 ans, 7 ans, je peux dire, je n'ai jamais gagné autant qu'à la banque, de loin pas, même largement moins, mais tout en restant serein et tranquille, qu'il y aurait toujours assez. Et d'avoir fait ce chemin, et j'ai vu que faire ce que j'aimais comme activité professionnelle, c'était tellement merveilleux. Je me suis dit, ben, c'est dommage que d'autres ne le fassent pas. C'est du gâchis pour tous ceux qui ne le font pas. Et donc, j'ai transformé ma relation à l'argent. Et c'est là que je me suis rendu compte que toutes ces années à la banque, qui m'avaient semblé comme une erreur de parcours, ont pris tout leur sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ça me donne encore beaucoup de crédibilité d'avoir travaillé 23 ans dans un métier de banque, d'avoir pu voir beaucoup de situations, si tu veux. Et c'est là que je pensais que c'était vraiment deux vies qui allaient être complètement séparées. Puis je dis non, il y a comme un fil logique. Tu vois, c'est comme si la vie m'avait amené à préparer ce parcours en étant dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, si tu veux, il y a eu un moment donné où, comme je te disais, j'ai d'autres spécialités et je voulais contrôler. Je vais faire 50% l'argent, puis 20% ci, puis ça. Et ça m'a pris 2 mois pour me dire, mais qu'est-ce que c'est pour l'idée de vouloir contrôler la vie? Regarde là ce qui vient à toi et tu auras les réponses toutes seules. Et là, j'ai bien compris que l'argent, c'était vraiment mon thème, qui était assez unique, pas l'argent, la relation à l'argent en l'occurrence, et puis que très peu de gens le faisaient et que j'avais vraiment un parcours singulier, c'était vraiment ça et que j'adorais le faire. Je n'arrivais pas à me lasser, même de dire toujours les mêmes choses en conférence et tout. J'avais toujours le même plaisir et je voyais que j'éveillais les consciences. Donc, ça s'est comme imposé à moi. Il y a ce moment où tu ne poses plus de questions, c'est comme de l'ordre de l'évidence. Après, c'est juste pour ne pas se lasser, c'est comment je fais évoluer mon thème, comment je l'amène de différentes manières pour ne pas faire toujours les mêmes ateliers pendant 20 ans, non, pour que ça soit toujours plus performant. J'aime pas le mot performant, pointu, j'ai envie de dire plutôt. Toujours Pour plus pointu. toucher d'autant plus les gens, finalement. C'est ce qu'on veut. On veut que ça soit percutant pour eux. Voilà. Oui, tout à fait, absolument. Alors, bien sûr, j'ai appris dans les métiers d'accompagnement, je ne peux faire que ma part et pas plus, mais en tout cas, j'essaie toujours de la faire de la manière la meilleure possible, en tout cas de mon côté, d'améliorer chaque fois que je peux quelque chose. Excellent. Alors, c'est vraiment ça que les gens recherchent aussi, c'est le côté humain, c'est le côté, je ne veux pas être par-dessus toi, mais je vais donner ce que je peux, mes connaissances au mieux que je peux pour t'aider finalement. C'est ça que, ben, c'est ce que je ressens de ton discours aussi, là, de ce que tu viens de dire. C'est vrai, après, une petite chose peut-être, moi, je n'utilise pas tellement le mot aider, je crois que c'est un mot qui m'est pas très, je ne sais pas si au Québec, vous avez les mêmes choses. Moi, je préfère le mot soutenir. Oh! Ouais, je soutiens les êtres humains dans le sens que aider, mais c'est encore ma perception, hein, c'est pas la vérité. Je le sens presque comme en position haute vis-à-vis de l'autre que je tire contre le haut, tu vois. Soutenir, je me sens plus être à ses côtés et puis à la limite, je peux lui donner la main, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Mais voilà, c'est des sensibilités très, très particulières ou très personnelles, je veux dire. J'aime beaucoup cette nuance-là qui fait que justement, il n'y a pas de plus fort ou moins fort ou de premier, deuxième. C'est vraiment, on est pareil, on s'entraide, point. Voilà, absolument. Parce que dans les métiers d'accompagnement, je me méfie du côté sauveur. Nous sommes beaucoup à avoir un côté sauveur très poussé, moi le premier aussi. Et j'essaye vraiment je vais dire, quand je suis dans le sauveur, j'aurai pas la même attitude que je suis comme je suis dans l'adulte qui est juste à côté et qui n'attend pas de résultat de l'autre, qui n'a pas de pression de quoi que ce soit. Juste être là.
Très bien. Alors, c'est parfait comme justement quelqu'un qui va accompagner. Puis je pense que c'est une très belle vision à avoir aussi, de se questionner sur ce qu'on veut faire, comment on veut se positionner, puis jusqu'où on veut aider quelqu'un. Alors, ça m'amène à te poser la prochaine question. Une personne qui nous écoute actuellement et qui se dit, je me sens pas en paix avec l'argent, j'ai des peurs vis-à-vis de l'argent. Comment je peux faire pour dépasser tout ça? Oui. Alors bon, c'est vrai que comme c'est un long chemin, ça va être difficile de répondre facilement, mais je dirais peut-être le premier pas à faire, parce que bon, il y a ceux qui ont des peurs, mais il y a aussi tous ceux qui ont du dégoût vis-à-vis de l'argent. Il y en a aussi un certain nombre qui n'aiment pas l'argent, tu vois. Hmm. Voilà. Donc moi, mon rôle souvent, je dis, c'est de remettre l'argent à sa juste place, parce que je trouve que l'argent n'est pas vu pour ce qu'il est, mais il est vu pour ce qu'on y colle dessus, en quelque sorte. On projette des choses sur l'argent. Pour certains vont projeter, comme je l'ai fait très longtemps, la sécurité, d'autres la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Donc, autrement dit, inconsciemment, on va créer un lien de dépendance qui est ma sécurité dépend du montant de mes économies, de ma fortune, ou ma liberté dépend. Tu vois, il y a une forme de dépendance, mais c'est inconscient. Moi, j'ai fonctionné comme ça pendant 40 ans de la sécurité, sans en être conscient du tout. Mais quelque part, je m'accrochais à mon argent comme on s'accroche à une bouée sur la mer, tu vois, parce que ça représentait ma sécurité. Et en fait, j'avais toute une série de comportements en lien avec l'argent, parce que je ne voyais pas l'argent pour ce qu'il était. Et à l'opposé, il y a des personnes qui vont dire l'argent, c'est une source de conflit, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est le pouvoir dans le sens négatif, des choses comme ça. Et ces gens-là auront des attitudes différentes avec l'argent, puisqu'ils vont encore un petit peu mettre ça de côté. Mais je dirais le premier pas, c'est vraiment de s'observer au quotidien, parce que nous sommes confrontés à l'argent de nombreuses fois dans une journée, que ce soit par des actes concrets, au moment de faire un achat, au moment de choisir un menu, à un moment du repas, de dire qu'est-ce que je prends, est-ce que l'argent entre en ligne de compte dans mon choix, ou mon choix c'est plus ma santé, tu vois, il y a des sortes de conflits intérieurs qui se passent, et au moment où on va faire des achats ou pas, enfin, et également par la pensée. Il y a plein de pensées qui nous viennent au fur et à mesure, avec des histoires d'argent également. Donc, souvent, je dis pour commencer, prenez juste pendant quelques temps un cahier et notez déjà chaque jour, chaque fois qu'il y a quelque chose en lien avec l'argent, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai choisi ça ou ça, à quel moment j'ai eu peur et pourquoi, etc. Donc, pour mettre un peu de conscience. Parce que je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en tout cas en francophonie européenne, où j'interviens beaucoup, la très grande majorité de la population, mais je pense au moins 90 à 95% de la population, n'ont pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent, parce que c'est un thème dont on ne parle pas, comme s'il n'existait pas. C'est un thème qui est très tabou. Et si tu veux, de ce fait-là, comme s'il n'existait pas, quand je dis que je suis spécialiste de la relation à l'argent, les gens me regardent avec des yeux bizarres en se disant, mais de quoi est-ce qu'il cause ce gars-là, quoi, hein? C'est comme si la première fois que vous entendez parler de relation à l'argent. Donc, c'est aussi un de mes rôles, c'est de faire prendre conscience que chacun a une relation à l'argent qui est ce qu'elle est. Je ne suis pas là pour la juger, mais juste faire prendre conscience et de voir qu'elle nous influence peut-être bien plus que nous l'imaginons dans notre vie, et peut-être d'une manière qui n'est pas forcément au service de notre vie. Oui, totalement juste. Quand on prend le temps de s'observer, des fois, il y a des choses qui montent et ça nous étonne nous-mêmes de se dire, waouh, je pensais ça de l'argent ou j'ai eu cette réflexion-là. Ah oui, j'ai eu un blocage parce que j'ai pris telle décision. Fait que ça peut aller quand même très loin. Ça nous fait évoluer à force de prendre conscience. Oui, et pour toi qui travailles la confiance en soi, je vois aussi que la notion de valeur qu'on se donne, et, ça a une incidence énorme sur notre manière d'aborder l'argent. Et je vois à quel point, pour moi, qui ai vraiment eu, pourtant j'ai fait des études universitaires, j'avais vraiment une estime de moi qui était vraiment très très basse pendant très longtemps. Et je voyais à quel point je ne m'accordais pas des cadeaux de valeur alors que je gagnais de l'argent en quantité, parce que j'avais l'impression que je ne méritais pas, hein. J'ai repensé à ça ces derniers jours en disant, mais le nombre d'habits que tu as achetés au sol très bon marché, que tu n'as même jamais mis, mais que tu as juste acheté parce que c'était bon marché, quoi, hein. Donc, ouais, un style de comportement qui, au fond, c'était de l'argent foutu par les fenêtres quand même, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est plusieurs personnes à faire ce comportement-là. Et même moi, je l'ai eu en me disant, tu vas avoir bonne conscience, Nancy, tu as pu aller t'acheter quelque chose, mais tu as été raisonnable, tu as pratiquement pas dépensé. Au bout du compte, je me rendais compte que le vêtement ne m'allait pas du tout, que j'étais pas confortable à l'intérieur et même chose que toi, je laissais de côté. Donc, au bout Oui. du compte, l'argent allait dans la poubelle. Voilà. Ou certains qui ont une grande facilité à faire des beaux cadeaux aux autres, mais pas pour eux, tu vois. Ça, c'est aussi autre chose. Et c'est aussi intéressant, des fois j'invite les personnes à aller voir, mais quand vous faites ces beaux cadeaux, est-ce que ça vient vraiment du cœur ou est-ce que inconsciemment vous achetez autre chose à travers le cadeau, à travers la valeur qu'on va mettre dans le cadeau aussi?
Oui, c'est une autre très belle réflexion à se faire, justement, parce qu'à travers ce comportement-là, il y a autre chose qui sont en dessous. Potentiellement, en tout cas, oui. Oui, alors c'est encore une très belle piste qui m'amène à te poser la question, comment on peut faire pour s'aimer soi-même, pour être bien avec soi-même? Oui, tu as des très belles questions qui ouvrent très large. On va faire une émission en 8 épisodes. Ça me fera plaisir de te recevoir à nouveau. Donc, je crois que c'est un pas après l'autre parce que ben, je peux parler forcément que de moi et de mon parcours. Euh, Si tu veux, tu vois, je peux voir avec les mots, je peux me regarder dans le miroir et me dire, Christian, je t'aime, et je peux avoir un beau sourire, vraiment me regarder. Et ça, aujourd'hui, je peux le faire avec facilité. À une époque, ça aurait été impossible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui je propose ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je peux voir que mon regard sur moi, malgré les années qui passent, est de plus en plus positif. Je me trouve de plus en plus beau au sens large de l'être humain que je représente, si tu veux. Dans le sens que je suis de plus en plus à l'aise avec l'image que je vois de moi, en tout cas, hein, que je vois, de ce que je perçois de qui je suis. Avec bien sûr mes défauts, mais tout ça. Mais voilà, donc il y a ça. Et après, si je dis ça, c'est que ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect qui m'interpelle de moi, moi aussi. J'en faisais allusion tout à l'heure, c'est quand je vois parfois la vie que je mène, alors j'ai la chance d'avoir passablement de succès maintenant, depuis 2 3 ans, en tout cas ça a vraiment pris l'ascenseur, donc je suis beaucoup appelé à gauche, à droite, et il y aura un potentiel inimaginable sur ce thème-là, tellement il est peu traité, mais je vois la vie que je mène, je, c'est pas très, comment dire ça, c'est pas très respectueux de qui je suis. Je mène comme la vie à un rythme qui est trop fort, qui est trop rapide, qui fait que mes périodes de repos sont trop courtes. Comme pendant longtemps, j'animais des ateliers le week-end, en général, je ne prenais pas de congé la semaine aussi, ce qui faisait que je peux faire des longues périodes sans arrêt. Alors, bien sûr, comme indépendant, je peux tout à coup m'arrêter, partir marcher en montagne, aller faire mon jogging au milieu de journée, il y a un peu de liberté. Mais au-delà de ça, je ne profite pas vraiment de cette liberté potentielle. Je suis parfois comme happé par mon travail. Alors, bien sûr qu'il y a mon envie de contribuer qui est très forte, il y a le sens que j'ai dans ma vie qui est très forte, et ça, je ne le nie pas. Mais il y a quand même des moments où je me dis, on dirait quand même que ta contribution au monde, elle prend le dessus sur toi, quoi. Tu n'arrives pas à te mettre à égalité, et la vie que tu mènes, je ne sais pas si ça va durer longtemps comme ça. Donc, ce n'est pas une très belle preuve d'amour que je me donne en m'imposant un rythme comme celui-ci, parce que c'est vraiment moi qui me l'impose. Il n'y a personne d'autre qui me l'impose. Il n'y a que moi qui dis oui, ou qui fait des propositions d'animer des ateliers, qui crée mon agenda. Donc, je suis encore interpellé parfois en disant, je sais tout ce qui est bon pour moi, faire la méditation le matin, manger ça ou ça, et malgré tout, combien de fois je suis à côté de ça. Alors, j'essaie de ne pas me juger, j'essaie de ne pas être dur avec moi, de l'observer, et en même temps, je suis interpellé en me disant, mais est-ce que tu es autant en amour que ça avec toi-même si tu t'infliges ça, parce que tu ne recommanderais jamais ça à tes enfants ou à tes meilleurs amis, peut-être, même si la vie que je mène, elle est passionnante à bien de points de vue, mais j'ai envie de dire, à l'image du développement durable, c'est pas durable au niveau de mon être, en quelque sorte. Donc, je prends des mesures, et si je te dis ça, c'est que dans mes réflexions du moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me happé, hein, c'est parce que c'est happé dans mon travail, qui est comme plus fort que moi. C'est comme s'il y a un truc par quelque chose d'inconscient me tirait quelque part, et que je vois que j'ai vraiment à aller mettre de la conscience là-dessus pour pouvoir vraiment poser des actions qui soient beaucoup plus alignées, qui soient plus justes, parce que j'ai 58 ans, mais j'ai aucune envie de m'arrêter à l'âge de la retraite officielle à 65 ans. J'espère bien faire ça très longtemps, à un rythme qui sera peut-être différent, parce que pour moi, on n'arrête pas de faire quelque chose qu'on aime uniquement pour une question d'âge, ça n'a pas de sens. Voilà, j'ai répondu un peu longuement à la question. Il y aurait beaucoup à dire, mais voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Ah oui, c'est certain que c'est une introduction. C'est un sujet qui est très vaste, qui peut être alimenté par énormément d'éléments, d'exercices, de prise de conscience et tout ça. Oui, peut-être ce que je voulais ajouter, c'est ça, c'est qu'en disant, quand je disais, tu vois, je peux mettre des mots devant mon miroir, il y a un moment donné, ce que je veux dire, c'est que les mots ne sont pas suffisants. Ce sont les actions que je mets en place qui montrent vraiment la manière dont je m'aime, je me donne de l'amour, je prends soin de moi. Tu vois, c'est la même manière si je disais à mon enfant, je t'aime, t'es formidable, et puis je lui donne des claques régulièrement, je lui fais des jugements négatifs, eh ben, les mots, c'est une chose, mais les actes, c'est autre chose. C'est un peu la même chose, finalement.
Oui, je suis totalement d'accord justement que pour que le cerveau retienne ce qui est important pour nous, c'est parce qu'on fait des actions, c'est parce que justement il y a du mouvement. Alors là, le cerveau va prendre conscience qu'il y a quelque chose où il faut mettre l'emphase. Alors c'est Mhm. dans l'action qu'il faut se montrer. Est-ce que moi je m'aime vraiment? En se Mhm. posant la question, oui, non, d'accord, qu'est-ce que je peux faire de plus pour m'aimer davantage aujourd'hui et le faire, même si ça ne dure pas toute la journée, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Ouais, c'est vraiment une bonne question à se poser régulièrement. Et si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais là maintenant? Oui, totalement. Alors, je suis convaincue que les gens, justement, vont écrire cette question-là sur un bout de papier et j'ose espérer qu'ils vont le coller aussi peut-être dans leur miroir de salle de bain ou la commode où ils vont le plus souvent possible, justement pour reprendre conscience et juste se poser la question l'espace d'un 30 secondes. Parfait. Superbe. Alors, tu disais dans une entrevue que, dans le fond, les autres sont notre miroir de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu Mhm. voulais dire par ça? Alors, en tout cas, le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle Enfin libre d'être soi-même, qui parle justement de relations miroirs, euh, permet de voir que à travers la manière dont je perçois les autres, ça me donne des miroirs de là où j'en suis. Je vais donner deux exemples. C'est que chaque fois que je suis admiratif devant une qualité de quelqu'un, par exemple devant des actions, mais derrière les actions, il y a une qualité que je perçois chez quelqu'un, c'est une partie de moi que j'aspire en tout cas à avoir aussi, si tu veux. De là, cette admiration, tu vois. Quelque chose de waouh, tu vois, vraiment, voilà, parce que on vit pas tous de la même manière les mêmes actions des autres personnes. Donc là, c'est-à-dire qu'il fait miroir sur une partie de moi que j'aimerais en tout cas accueillir, m'autoriser à y accéder en quelque sorte et à la faire vivre, cette partie. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, il y a que chaque fois que je suis profondément agacé ou irrité par l'attitude de quelqu'un, alors ça parle encore de moi. C'est-à-dire que ça demande d'aller au-delà de l'attitude et d'aller voir si je me laisse aller, quel jugement j'aurai sur lui. Tu vois, je prends un exemple, je donne dans le livre, justement, j'ai un conférencier qui m'agaçait vraiment profondément, mais au bout de quelques minutes, et je me disais, mais moi je fais beaucoup de conférences, j'ai pas du tout cette attitude-là, je comprends pas, je vois pas l'effet miroir parce qu'en termes d'attitude, j'ai pas le même comportement. Mais il a fallu aller un pas plus loin, et quand je me suis dit, mais au fond, si tu te laissais aller, c'est quel jugement que tu lui balancerais dessus, quoi. Et la réponse est venue au quart de tour. Je dis, machin, c'est un égocentrique. Et là, je me suis dit, ok, Christian, miroir, mon beau miroir, serais-tu pas parfois un peu égocentrique dans ta vie? Ne serait pas une partie de toi que tu n'aimes pas et que tu rejettes, en quelque sorte, tu vois? Et la réponse est venue également au quart de tour en disant, oui, je mène une vie où je voyage énormément. J'ai mon épouse à la maison, nous sommes en couple depuis plus de 40 ans, et je dis, je ne lui pose même pas la question de ce que ça lui fait. Tellement j'ai trouvé un jouet, en l'occurrence mon activité professionnelle que je trouve formidable, et tellement j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie qu'elle me freine. Donc tu vois, la personne, je veux dire, la plus précieuse, à part moi, en tout cas autour de moi, c'est elle, et je ne prends pas soin de la relation en allant voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour elle, parce que donc je suis complètement tourné, un magnifique exemple d'égocentrisme, tu vois. Donc je peux voir que oui, je suis aussi un égocentrique, et ce gars m'a permis, à travers son attitude, à travers ma réaction face à cette attitude, m'a permis d'aller voir qu'il venait réveiller quelque chose chez moi que je n'aimais pas, et c'est ça qui m'a permis de voir. Donc c'était un cadeau pour moi, cette personne-là en l'occurrence. Donc tu vois, je ne sais pas si les exemples sont clairs, mais voilà, deux exemples d'effets miroirs. Oui, je comprends totalement. Et justement, pour faire du pouce sur ce que tu disais, j'ai fait un exercice à un moment donné dans une formation avec des gens et on nous demandait en première étape, écris des qualités que tu as. Écris 5 qualités. Alors là, c'est facile, on aime ça, on est dans la joie, tout ça, c'est aisé, ça coule bien. Question suivante, on me demande, écris 5 défauts que tu n'aimes pas chez quelqu'un. Ah ouais, là, ouais, on est tout pompé, on sort les choses et ça y va quand même assez directement aussi. Pour Hmm. arriver à la troisième question, euh, comment c'était posé? C'est est-ce que tu te reconnais toi? Mhm. Voici tes défauts les plus profonds. Oh, Mhm. et là, certains se sont frustrés, d'autres ont accepté un peu plus rapidement, mais c'est Ouais. ça, tout ce qui nous attire vers quelqu'un qui justement nous fait tendre vers, c'est des qualités qu'on a. Ouais. Mais c'est la même chose pour les défauts, fait qu'il faut les regarder d'une autre façon aussi. Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, à partir de là, je n'appelle plus le mot défaut en quelque sorte, parce que si tu veux,
Pour moi, nous sommes multipartis à l'intérieur de nous. Nous sommes tout et son contraire. Parce que nous avons oublié qu'une chose ne peut pas exister sans son contraire. Le chaud ne peut pas exister sans le froid, hein, par exemple. C'est impossible, puis c'est toujours par référence. Le généreux ne peut pas exister sans le radin, puisqu'on fait toujours référence à l'un à l'autre, pour les comparer. Mais si je prends l'exemple d'égocentrisme, il y a des situations singulières dans la vie où être égocentrique, à un moment donné, c'est parfaitement adéquat, c'est même la meilleure chose à faire. Si je suis bien malade, j'ai à me tourner sur moi, je n'ai pas à m'occuper des autres à ce moment-là. C'est la meilleure chose à faire. C'est ce que les animaux font très bien d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est de prendre conscience que même si on a connaissance de quelque chose qui nous répugne un peu, qui nous frustre ou qui nous met en colère, ben, il y a façon de le prendre d'une façon positive aussi, Ouais. ce comportement-là. Oui, absolument. Ouais. Alors, ça m'amène à la prochaine question qui peut être aussi très vaste. Oui, j'ai des questions générales. À partir du moment où on veut se respecter soi-même, qu'on décide qu'on s'aime soi-même et on est en marche dans ce chemin-là, comment on peut faire pour montrer aux autres qui on est sans porter de masque? Alors, si je prends la fin de ta question qui disait comment est-ce qu'on peut montrer aux autres qui on est, j'ai déjà envie de changer un petit peu. Pour moi, nous n'avons pas à montrer aux autres qui on est. Parce que, je veux dire par là, c'est justement le piège. Le piège, c'est que chaque fois que j'ai envie de montrer quelque chose de moi à l'extérieur, chaque fois que j'ai envie de montrer que je suis un gars bien à l'extérieur, c'est déjà l'ego qui a pris le dessus. De vouloir prouver aux autres. Voilà, de vouloir prouver, de vouloir avoir qu'il y a un regard positif en face. Donc, tu vois, ça veut dire que dès le moment où j'accorde de l'importance au regard des autres, je me suis déjà un peu perdu moi-même. Et Oh, ça, c'est le grand piège en quelque sorte. Parce que, je vais dire, être soi-même, quelque part, il n'y aurait rien à faire. Ou faire les choses, ou je dirais que les choses se passent de manière naturelle sans que ce soit des prises de tête. Tu vois, à un moment donné, et c'est là que je vois, même quand j'anime mes ateliers, je vois à quel point, quand je suis vraiment centré, aligné, à quel point les choses sont fluides. Et tout à coup, de temps en temps, je vois sur une remarque ou sur un truc drôle que je dis, tout à coup, je dis, hop, là, j'ai vu que l'ego a pris le dessus. Parce que tout à coup, j'ai voulu plaire, j'ai voulu séduire. Et je le remarque presque au quart de tour, mais c'est déjà fait. C'est pas grave, hein. Et quand je reviens à moi, c'est absolument naturel. Et c'est vrai que quand je vois les retours super positifs que j'ai, j'en suis presque surpris tellement je dis, mais je n'ai rien eu à faire, j'ai juste eu à être moi-même et les choses, elles arrivent de manière spontanée. Et voilà, donc si tu veux, je peux vraiment parler parce que s'il y en a bien un qui a toujours tout fait par rapport au regard des autres, c'est moi. Puisque aussi longtemps qu'on n'arrive pas à se donner de la valeur, on va chercher du regard positif à l'extérieur que les autres nous donnent la valeur qu'on n'arrive pas à se donner. Ça marche très mal parce que ça veut dire déjà qu'il y a une dépendance au regard des autres. Donc, on va faire des actions pour plaire aux autres. Moi, je suis un gars très, à la base d'éducation très gentil, très poli, pas faire de vagues, c'est pas se faire remarquer. Enfin, vraiment, c'est le gars que tu ne vois pas, qui fait pas de, toi, qui fait pas de vagues dans une classe à l'école ou ailleurs. Tu es vraiment toujours bien poli et quelque part qui était complètement, ouais, qui s'était complètement construit sur le regard des autres, en fait. Donc, en m'oubliant complètement au passage. Alors, entre passer à ça et passer à être pleinement soi-même, étant détaché du regard des autres, c'est un parcours énorme. Et j'y suis clairement pas encore. J'y suis de plus en plus par moment et par moment pas. Mais si tu veux, voilà, mais c'est encore une fois un parcours qui sera sans fin. Et voilà, et j'ai envie de dire, ce qui compte, encore une fois, c'est le chemin, c'est la conscience que je mets, c'est le fait qu'il y a plus de moments où je vois que je suis dans la joie et puis je peux être naturel sans me poser de questions. est-ce que tu es toujours avec moi, Christian? Je vois que l'Internet a coupé. Alors, je sais. Ah, l'Internet avait coupé. On a perdu à peu Attends, près une minute. ok. Alors, tu m'entends de nouveau? Oui, exactement. On était dans justement le regard de soi, plutôt le regard porté sur soi qu'au lieu d'être un regard porté sur les autres. Alors, Donc, je reprends depuis là. Alors, ok. oui, s'il te plaît, pour que les gens puissent avoir l'information. Oui. Oui, en fait, ce que je vois, c'est que quand je peux vraiment être en lien avec le qui je suis, mais donc sans essayer d'être quelqu'un, hein, de manière naturelle, juste un peu aligné avec
qui je suis, il n'y a rien à faire de particulier, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait spontané. Et là, je vois à quel point je suis d'une forme de joie de vivre tranquille et il y a vraiment beaucoup de fluidité. Mais encore une fois, je vais voir mes parents demain ou après-demain, je ne sais plus. Et c'est toujours un test. Est-ce que vis-à-vis d'eux, je peux être pleinement moi-même? Est-ce que je peux dire ce que j'ai envie de dire? Oui, de plus en plus aujourd'hui, je peux vraiment voir le chemin. Et ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et aujourd'hui, clairement, ça a beaucoup changé. Voilà. Il y a des nations plus compliquées que d'autres, en tout cas, ça que je peux voir. Oh oui, totalement. Je suis d'accord avec toi et ça m'amènerait à te poser une question qui peut être assez complexe, mais je me lance tout de même. Quand on est plus jeune, soit à l'enfance, soit à l'adolescence, le regard que les autres ont sur nous a une importance incroyable. On se fie sur le regard des autres, on agit par rapport au regard des autres et beaucoup de jeunes se perdent à travers ce comportement-là. Alors, comment on pourrait faire pour aider ces jeunes-là à pas peut-être mettre une importance moindre au regard des autres? Oui, alors je pense que ça va recouper un peu ce que nous avons déjà échangé tout à l'heure en disant le ramener de la conscience sur ce fonctionnement, déjà dans un premier temps, leur faire voir à quel point voilà, leur fonctionnement est beaucoup en lien avec les autres et de les amener petit à petit à aller voir mais qu'est-ce qui serait bon pour toi, qu'est-ce qui serait bon pour toi. Enfin, dans un gros travail de thérapie que j'ai fait pendant une année, la personne, elle m'a amené à me reconnecter à mon âme et vraiment, c'est à ce moment-là que j'avais vraiment une bascule entre commencer à faire ce qui était juste pour moi et cesser de faire ce que je pensais que les autres attendaient. Donc, c'est vraiment de leur faire prendre conscience et de régulièrement, pour les accompagner à aller se reconnecter à qu'est-ce qui serait bon pour toi. Et je pense que comme parents, ce qui est important, c'est vraiment, il y a eu tellement de confusion, je trouve, dans la manière de dire les choses qui fait que on met du être et du faire en même temps. Tu es gentil si tu fais ta chambre, tu vois. Donc, tu vois, il y a quelque chose de conditionnel. Je peux être quelqu'un de gentil seulement si je fais plaisir à papa, maman en faisant ma chambre. Donc, nous avons, à travers toutes ces phrases qui sont tellement dites souvent de cette manière-là, et encore une fois, il n'y a pas à se juger. Hein. Moi, le premier, j'ai fait ça avec mes enfants. Mais que les enfants vont comprendre que c'est par du faire, alors que je trouve qu'aujourd'hui, si on peut vraiment amener à nos enfants en disant, mais tu es formidable tel que tu es, hein, tu n'as rien à faire pour être formidable, je te vois, moi, comme une merveille. Et après, ce qui ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec ce que tu fais, mais ça n'a aucune incidence sur le regard que j'ai sur qui tu es. Vraiment de pouvoir bien distinguer l'un et l'autre, je pense que ça sera bien aidant pour les jeunes, justement, de comprendre que je peux être aimé inconditionnellement pour qui je suis, ce qui ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi. Cette distinction, pour moi, elle est énorme. Oui, je pense qu'elle est essentielle et seulement passer ce message-là, en tout cas au moins ici au Québec, je pense qu'on gagnerait beaucoup sur l'estime des jeunes, effectivement. Oui, tout à fait. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui manque dans l'éducation et les parents et à l'école. Il y a plein d'endroits. Parce qu'encore une fois, comment est-ce qu'on peut amener ça à nos enfants ou à d'autres si on n'est pas capable de se le faire à soi-même, hein? Il n'y a pas de miracle. Hein. Mais on a tous été élevés comme ça. Nous aussi, au Québec, c'est la même chose. C'est tu dois faire telle chose pour être de telle façon. Alors, on a tous intégré ce message-là de je dois faire des actions pour que l'autre m'aime. Donc, Absolument. c'est une Et, grosse éducation à faire. oui. Et vraiment, voilà. Et souvent, je dis, nous ne sommes pas des fers humains, mais des êtres humains. C'est important de s'en souvenir. Oui, d'être en soi en premier, d'aller voir nos forces, d'aller voir qui on est vraiment, d'aller voir nos trésors et de les utiliser justement pour avancer davantage. Mhm. Excellent. Alors, Christian, quelqu'un justement qui a écouté la conversation jusqu'ici, il y en a sûrement qui veulent continuer à faire un bout de chemin avec toi parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été très intéressantes. On a lancé plein de pistes. Alors, comment la personne pourrait te retrouver? Alors, elle peut me retrouver sur mon site internet. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de l'écrire quelque part ou Je pas. vais l'écrire à l'instant. Oui, Voilà, donc c'est comme la première lettre de mon prénom, Juno avec un D au bout, oui. conseil au singulier, sans S, cjunoconseil.com. www.cjunoconseil.com. Parfait. Alors, c'est sûr et certain que je vais le mettre en dessous de l'entrevue pour que les gens puissent aller cliquer sur le lien Internet. Voilà, et j'ai une page Facebook Pro qui s'appelle Christian Junot Pro. Là également, on peut m'y retrouver aussi. Parfait. Donc, Christian Junot. La page Facebook, hein, c'est bien ça? Pro, oui, Pro. Parce que j'ai... Christian Junot Pro. Oui. Parfait. Alors, je vais mettre ces liens-là sûr et certain en dessous de l'entrevue pour que justement, on puisse faire le chemin vers toi. Avec plaisir, merci.
Alors, ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Tout a été vraiment très apprécié et on a beaucoup de pistes justement à faire pour des prises de conscience. Merci Nancy. En tout cas, merci pour tes questions. Je les ai aimées parce qu'elles m'aident aussi chaque fois à aller chercher la clarté en moi. Voilà aussi. Et ça m'aide aussi à voir où j'en suis aujourd'hui aussi à travers tes questions. Merci pour cela. Ce fut un réel plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis certaine que les gens ont trouvé énormément de valeur dans l'entrevue. Alors, si les gens ont trouvé de la valeur, c'est maintenant aux gens que je m'adresse. Alors, partagez la vidéo, allez-y, donnez justement aux gens, mettez-la disponible pour que tout le monde aille chercher de l'information qui est nécessaire. Chaque personne peut avoir besoin d'un tout petit conseil, un mot seulement, et ça les fait avancer davantage. Et en même temps, j'invite les gens à aller voir aussi sur mon site web qui est le www.expertconfiance.com. Vu que nos services sont complémentaires, eh bien, les gens vont pouvoir faire vraiment un bon bout de chemin avec ça. Et d'ailleurs, puisque tu es québécoise, c'est que j'ai le projet de venir au Québec une fois aussi animer l'une ou l'autre formation. Je ne sais pas, ça se fera encore en 2018, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'aimerais vraiment